Voilà, bonjour à tous. Donc le cours de cette semaine est donné à distance comme je suis à l'étranger. Donc aujourd'hui, on va aborder le chapitre sur les fonctions. Ce sont des notions aussi dont on a déjà parlé dans le chapitre sur les préliminaires quand on a abordé les expressions du premier et du second degré qui sont en fait elles-mêmes des fonctions. Ici, on va juste voir des généralités, donc surtout du vocabulaire en fait sur les fonctions et certains éléments de base qu'on peut calculer et aussi faire un petit rappel sur les fonctions puissance dont font partie les fonctions du premier et du second degré. Exponentielle et logarithme, ça on fera la semaine prochaine ensemble quand je serai de nouveau là. Alors, les fonctions, alors peut-être juste pour faire une petite introduction, je vais reprendre une fonction du premier et du second degré. Alors, je suis désolé, je ne suis pas sur ma tablette habituelle, donc ça sera peut-être un petit peu moins lisible. Je vais vraiment essayer de faire le maximum. Donc, on avait déjà vu des expressions du premier degré, donc des expressions sans puissance sur les inconnus, donc du type par exemple 2x plus 1. On avait déjà vu comment on pouvait dessiner directement une fonction du premier degré. Donc ici, notre ordonnée à l'origine pour la fonction du premier degré vaut 1. Donc on aura une intersection en 1 avec l'ordonnée à l'origine, toujours le nom des axes et l'origine du repère. Notre pente valait 2, donc ça voulait dire que quand on va avancer une unité à partir de n'importe quel point de la droite, on va toujours monter de la valeur de la pente. Donc si j'avance de une unité et que je monte de 2, donc la valeur de la pente, on va trouver un deuxième point. Et à partir de là, donc on peut dessiner notre fonction. Hop, voilà. Alors, une autre manière en fait de représenter ces fonctions, on en a déjà parlé. Vous pouvez très bien faire ce qui s'appelle un tableau de correspondance où vous allez calculer en fait des points vous-même à la main. Donc, c'est-à-dire vous pouvez très bien vous-même choisir des valeurs de x. Je prends par exemple 0, et puis vous calculez dans la fonction ce que ça vaut. Donc, l'image de 0, ça sera 2 fois 0 plus 1. Donc 2 fois 0 plus 1 qui sera égal à 1, ce qui veut dire que l'image de 0, ce sera la valeur qui sera égale à 1. Ça veut dire que notre fonction va passer par le point 0, 1. Bon, bah ça tombe bien, c'est un point justement qu'on a déjà sur notre droite, c'est justement l'ordonnée à l'origine. On peut aussi donc continuer à calculer des points comme ça. Donc l'image de 1, ça serait 2 fois 1 plus 1 qui serait égal à 3. Donc notre fonction doit passer par le point 1, 3. C'est justement le point qu'on avait trouvé ici. On pourrait encore calculer d'autres points. Donc l'image en moins 1, 2 fois moins 1 qui va faire moins 2 plus 1. L'image, ça sera moins 1. Donc normalement, la fonction devrait passer par le point moins 1. Donc le point qui est ici. Donc voilà, s'il n'y avait pas la petite erreur de précision, ça passe bien par ce point-ci. Donc a priori, n'importe quelle fonction qu'on vous donne, si vous avez une calculatrice, vous pouvez toujours la dessiner de manière approximative avec ce tableau de correspondance où vous allez donc simplement prendre des valeurs de x, euh, la variable x qui sera appelée la variable exogène, on le verra sur le slide juste après, et à partir de là, vous allez pouvoir calculer donc des images, obtenir des coordonnées de points et avoir plein de points pour votre droite. Ici, pour les fonctions du premier degré, il n'y a pas vraiment de particularité, mais on verra d'autres types de fonctions. Je vous mets une fonction ici complètement au hasard, x au carré moins 4, le tout divisé par x moins 1. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme particularité dans cette fonction qu'on n'a pas avec les fonctions du premier degré? Bah, cette fonction-ci, je pourrais aussi calculer des points. Par exemple, l'image de 0, ça serait 0 moins 4. Donc il y aurait moins 4 au numérateur, 0 moins 1 au dénominateur, donc ça sera en fait moins 4 sur moins 1 qui donne 4. Donc on aurait déjà le point 0,4. Par contre, cette fonction, il va y avoir des points où on aura un problème quand on calcule l'image. Donc par exemple ici, si je calcule l'image de 1, on va avoir 1 au carré moins 4, le tout divisé par 1 moins 1, divisé par 0. Ici, il n'y a pas d'image. Donc en fait, on peut très bien avoir un problème pour calculer certaines images dans une fonction quand il y a des conditions d'existence qui apparaissent. Donc on a déjà vaguement parlé de ça quand on a parlé d'équations et de conditions d'existence, donc quand il y a des dénominateurs et des racines carrées. Mais donc on va voir justement dans ce chapitre les notions qui permettent de voir où est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes lorsqu'on essaye de calculer des images de points, entre autres. Ok, donc pour revenir sur un petit peu de vocabulaire, donc on va travailler avec des fonctions réelles, donc on va toujours calculer des images de nombres réels.
Et en fait, les fonctions, ça va servir à modéliser des relations où on va avoir une valeur qui va être prise par une grandeur va influencer la valeur d'une autre grandeur. Donc, typiquement en mathématiques, c'est une variable x qui va influencer une variable y. Et donc, cette relation entre deux variables, on appelle ça donc une fonction. Alors, la grandeur qui influence sera appelée la variable indépendante ou variable exogène, donc généralement qui est notée x, mais vous pourrez très bien avoir des fonctions où on utilise une autre lettre que x pour la variable indépendante. La variable dépendante, donc la variable qui va dépendre en fait de la valeur de x ou variable endogène, donc souvent dans un repère orthonormé, sera représentée par la lettre y. Et donc les valeurs qui sont prises par ces grandeurs, donc ça va être des nombres réels. Et donc à partir de ça, donc cette fonction réelle, ça va nous permettre de calculer des points. Donc ici, on parle de fonction réelle d'une variable réelle. Alors pourquoi il y a ce nom qui est un petit peu à rallonge? C'est une fonction réelle parce que les images qu'on calcule, ça va être des nombres réels. Et fonction d'une variable réelle parce que la variable qu'on considère, la variable x, c'est une variable réelle. Ici, dans le cadre de ce cours, on travaillera toujours avec des fonctions réelles d'une variable réelle, donc on va tout simplement appeler ça des fonctions. Donc, ce qui va caractériser les fonctions, c'est justement ces couples de points qu'on va avoir donc, entre la variable indépendante et la variable dépendante. Et donc, une définition formelle d'une fonction, c'est une relation qui va permettre d'associer un nombre à un unique autre nombre appelé son image. Si on veut représenter schématiquement ce que fait une fonction, on va partir d'un ensemble de nombres. Donc, nous, comme on travaille avec des variables réelles, on va partir de nombres réels. On va essayer avec cette fonction de calculer des images qui seront aussi des nombres réels. Et donc cette fonction, ce qu'elle fait, elle s'occupe de faire une transformation en prenant des nombres dans l'ensemble de départ. Donc je vais reprendre la fonction que j'avais pris en exemple juste avant. Donc 2x plus 1. Donc si je veux calculer l'image de 0, 2 fois 0 plus 1, ça va donner 1. Donc on va avoir cette correspondance entre les deux ensembles. L'image de 0, ça va être 1. L'image de 1, on l'avait déjà calculé, ça allait être 2 fois 1 plus 1, ça allait être 3. Et donc chacune des valeurs qu'on aurait donc dans notre ensemble de départ ne peut avoir que une seule, une seule image. Donc on va toujours avoir une seule image. On ne pourra pas jamais se retrouver avec une situation où un point de départ pourra avoir deux images différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui sera impossible dans le cadre de fonctions. Alors, la fonction, donc, elle va être représentée par ces couples de points x, y. Donc, pour une valeur de x, donc pour ces valeurs de x uniques, on aura à chaque fois donc une image qui est notée par f de x, donc qui est donc appelée cette image. Et donc, le graphique, ce sera l'ensemble de tous ces points qui sont formés par une valeur et donc son image. Et donc, tous ces différents points peuvent être calculés à la main. Donc, désolé, ça c'est de l'encodage UTF-8 pour ceux qui sont familiers avec ça. Et donc, on pourra toujours obtenir une approximation du graphique de la fonction en calculant des points à la main. Alors, certaines notions qu'on va avoir dans le cadre des fonctions, ça va être entre autres le domaine de définition et l'ensemble image. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs réelles, donc des valeurs de x, pour lesquelles je peux calculer un point pour ma fonction. Donc, si je prends un petit exemple de fonction, je reprends l'exemple de la fonction tout à l'heure qui avait un problème. J'avais pris x au carré moins 4, le tout divisé par x plus 1, x moins 1. Donc ici, le domaine de définition. Le domaine de définition, s'il n'y a pas de condition d'existence, ce sera l'ensemble de tous les nombres réels. Donc, pour reprendre l'exemple, si on a une fonction du premier degré, du second degré, a priori, sont des expressions qui n'ont pas de problème au niveau du calcul. Donc, quand il n'y a pas de condition d'existence dans votre fonction, le domaine de définition, ça sera tous les nombres réels, ce qui veut dire que vous pouvez prendre n'importe quel nombre réel, l'injecter dans la fonction et vous tomberez sur une réponse. Par contre, pour cette fonction-ci, là, il y a une condition d'existence. Donc, une condition d'existence parce qu'on a un dénominateur et on sait que les dénominateurs, ceux-là, ils devront toujours être différents de 0. Donc, pour cette fonction-ci, on pourra calculer des images uniquement si x est différent de 1. Donc, dans ce cas-ci, le domaine de définition, ce sera tous les nombres réels.
Et quand il y a certaines valeurs qui sont exclues de l'ensemble, on va les noter entre accolades derrière. Et donc ceci, la notation qui est ici, ça veut dire qu'on a tout l'ensemble de tous les nombres réels et on enlève de cet ensemble le nombre 1. Donc ici, cette fonction, ça veut dire qu'on pourra calculer toutes les images pour n'importe quelle valeur de x, sauf pour la valeur 1. L'ensemble image, donc l'ensemble image, c'est toutes les réponses sur lesquelles vous pouvez tomber lorsque vous calculez justement des points. Calculer l'ensemble image, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué que le domaine de définition. On reviendra à ça un petit peu plus tard dans les slides. Alors, au niveau des notations des fonctions, donc ça c'est plus pour votre information qu'autre chose. La vraie notation historique d'une fonction, c'est cette notation-ci. Donc là, je vais reprendre le schéma que j'avais fait juste avant. Donc où la fonction, ça va être cette correspondance entre des nombres réels. Nous, on travaille avec des fonctions réelles d'une variable réelle. Donc on sait que ces deux ensembles-ci seront de toute façon des nombres réels. Maintenant, on peut très bien avoir des fonctions où l'ensemble de départ, ce ne sera pas tous les nombres réels, mais ça serait un autre ensemble de nombres. Par exemple, on peut très bien avoir des fonctions où les valeurs de départ, ce ne sont que des réels positifs. Donc, par exemple, pour tout ce qui est application, on va dire économique, où vous avez une fonction qui représenterait le profit au cours du temps, bah, a priori, le temps qui s'écoule sera toujours positif. Donc, quand l'ensemble de nombres à travers lequel vous pouvez calculer des images est restreint, on peut noter notre fonction comme ceci. Notez bien que l'écriture que vous utilisez pour vos fonctions au niveau de la variable n'a absolument pas d'importance. Donc les trois notations qui sont, quatre même notations qui sont ici, sont vraiment exactement les mêmes. Donc le nom qu'on donne à notre variable n'a absolument pas d'importance. C'est exactement le même principe qu'il y avait eu quand on avait vu le symbole de sommation. Où l'indice qu'on utilisait n'avait pas d'importance. On pouvait utiliser un indice i, j, alpha, peu importe. On appelle ça un indice muet. Alors ici, quelques petits exercices. Alors je vous demande ici de vérifier si les constructions suivantes décrivent bien des fonctions. Alors ici, le truc, ça va simplement être de vérifier qu'on n'a jamais cette situation-ci. Donc c'est-à-dire d'avoir une valeur de x qui aurait deux images différentes. Si vous avez une valeur de x qui a deux images différentes, alors ça ne sera pas une fonction. Alors, pour les exercices ici, pour les enregistrements vidéo, je vous propose de mettre maintenant la vidéo en pause, réfléchissez un petit peu dessus, et puis remettez-la en route juste après pour avoir la correction. Alors, pour la première fonction, donc comment est-ce qu'il faut lire ceci? Ici, c'est une fonction où on va uniquement prendre des valeurs de x entre -1 et 1. À travers ce calcul de la fonction, les images qu'on va avoir, ce seront des nombres réels. Et l'expression de cette fonction, c'est quoi? Pour une valeur de x qu'on prendrait, on va tomber sur l'expression 1 sur x. Donc une façon beaucoup plus courte de noter cette fonction-ci, ça c'est vraiment un cas de base, c'est simplement la fonction f de x est égale à 1 sur x, avec la restriction particulière que les valeurs de x qu'on prend ici seront limitées entre -1 et 1. Donc ici, si vous deviez dessiner la fonction à la main, il faudrait que vous calculiez des images de points, mais uniquement des images de valeurs entre -1 et 1. Donc par exemple 0, 1, -1, 0,5, 0,4, 0,3, etc., etc. Mais a priori, le graphique n'existera pas avant -1 ou après 1, comme l'ensemble de départ est justement restreint à -1 et 1. Ici, a priori, il n'y a pas de problème. Si je vous donne une valeur de x, vous mettez ça dans votre calculatrice, donc vous faites 1 divisé par cette valeur, votre calculatrice va bien vous retourner une et une seule réponse. Donc dans ce cas-ci, on est bien face à une fonction. Alors pour la deuxième fonction, donc ça c'est un cas un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle des fonctions par morceau. Ici, en fonction de la valeur de x que vous allez prendre, vous avez la possibilité, enfin pas la possibilité parce que ça sera imposé par la valeur de x, mais vous allez avoir deux expressions analytiques différentes. Donc par exemple, si vous voulez calculer des images de points qui sont positifs, donc ici, là vous avez l'expression que vous allez devoir utiliser lorsque vous calculez des images de points qui sont positifs, donc plus grand ou égal à 0. Et si vous calculez des images de points qui sont négatifs, ce sera cette expression-ci qu'il faut calculer.
Alors ici, a priori, on ne pourra jamais non plus avoir une valeur de x qui tombe sur deux valeurs différentes. Pourquoi? Si le x est plus grand ou égal à 0, c'est cette expression-là que vous allez utiliser. De nouveau, si vous encodez cette expression dans votre calculatrice avec un nombre réel à la place du x, donc réel positif, vous tomberez sur une seule réponse. Si le x est strictement négatif, vous allez utiliser cette expression-là. Donc de nouveau, dans ce cas-ci, il n'y a aucune valeur de x où vous ne savez pas quelle expression calculer. Donc la deuxième expression est bien une fonction aussi. Par contre, pour la troisième fonction, là, on a un problème. Si pour la troisième fonction, je vous demandais de calculer l'image de 0, vu comment la fonction est décrite ici, bah, il y a une ambiguïté. On vous dit que si le x est plus grand ou égal à 0, vous devez prendre cette expression-là. Et si x est plus petit ou égal à 0, vous devez prendre cette expression-là. Donc ça veut dire que si vous devez calculer l'image de 0, bah, avec une des expressions, ça sera en fait 0 au carré plus 5. Donc l'image, ça serait 5. Et avec la deuxième expression, ça serait racine carrée de moins 1, de 1 moins 0. Donc, ce qui fait racine carrée de 1, ce qui fait 1. Ici, on tombe sur deux images différentes. Donc ici, 0, ça c'est typiquement une situation où donc le point 0 a deux images différentes. Donc la troisième fonction ici, les deux premières c'était bien des fonctions. La troisième fonction, bah, la troisième expression, pardon, ça ne sera pas une fonction, donc parce que 0 a deux images différentes. Expression suivante, on va avoir exactement la même situation qu'au-dessus, à savoir que 0, si on vous demande de calculer l'image de 0, bah, vous avez de nouveau une ambiguïté sur l'expression à utiliser. Parce que si x est plus grand ou égal à 0, on vous dit de prendre ça. Si x est plus petit ou égal à 0, on vous dit de prendre la deuxième expression. Donc pour 0, vous pouvez prendre les deux. Alors ici, par contre, donc c'est pas parce que il y a deux expressions différentes pour un nombre qu'il faut tout de suite dire c'est pas une fonction. Parce que ici, regardez, si on fait le calcul, 0 au carré plus 5, on tombe sur 5. Si on avait utilisé l'autre expression, ça aurait été racine carrée de 25 moins 0, donc racine carrée de 25, qui vaut 5 aussi. Donc ici, l'image de 0, que vous le calculiez avec la première ou la deuxième expression, vous tombez sur 5 dans tous les cas de figure. Donc ici, on n'a pas cette situation où 0 a deux images qui sont différentes. Donc la troisième fonction est bel et bien une fonction, toujours avec l'argument que si les x étaient strictement positifs, sans ambiguïté, vous utilisez la première expression. Si le x était strictement négatif, sans ambiguïté, vous utilisez la deuxième expression. Oui. Et pardon, il y a encore le dernier. Donc pour le dernier, c'est à peu près comme pour le premier énoncé. Ici, on n'a qu'une seule expression qui nous permet de calculer notre fonction. Donc ça sera impossible sur votre calculatrice, quand vous codez cette expression, de tomber sur deux racines différentes. Ici, les valeurs de x sont restreintes entre moins 1 et 1, et les images sur lesquelles on va tomber seront aussi restreintes entre moins 1 et 1. Corrections qui sont ici. Alors, le graphique, représentation du graphique d'une fonction. Donc, on a déjà vu qu'entre cette relation entre des valeurs de x et des images que vous calculez, ça va vous donner des coordonnées de points. Uniquement évidemment pour les valeurs qui appartiennent au domaine de définition. Si vous prenez des x qui ne sont pas dans le domaine de définition, bah, vous ne pourrez pas calculer d'image et il n'y aura pas de points. Et à partir de ces points, donc, on va obtenir un graphe. Donc le graphe d'une fonction quelconque, ça sera toujours noté g avec en indice le nom de la fonction. Donc ici, j'ai indice f. Je précise aussi que les fonctions ne seront pas toujours notées f de x. Vous pouvez très bien avoir une fonction qui s'appelle g de x. Okay, parce que vous pouvez avoir plusieurs fonctions à représenter dans un même graphe. Donc, a priori, tous ces points ça, vont, dans la majorité des cas, enfin, toutes les fonctions même qu'on va voir dans le cours, vont former une courbe. À chaque fois, pour une valeur de x, vous allez avoir l'image qui pourra se lire sur l'axe des ordonnées. Et ici, sur le graphique, est aussi illustré le domaine de définition de la fonction. Donc ici, on peut voir que pour n'importe quelle valeur qu'on prendrait dans cet ensemble vert ici, qui est l'ensemble, le domaine de définition, bah, on pourrait calculer une image. Et l'ensemble image est représenté ici en rouge. Ça, c'est finalement toutes les valeurs sur lesquelles on pourrait tomber en calculant des images de points qui sont dans le domaine de définition. Donc, par exemple, la valeur la plus petite qu'on pourrait calculer, c'est en prenant la valeur de x qui est ici. Donc, ça, c'est la plus petite image qu'on obtient. La plus grande valeur qu'on obtient, c'est pour une valeur de x qui se trouve ici.
Et ici, on arrive au sommet de notre ensemble image. Et pour toutes les valeurs qui se trouvent entre ici, finalement, le minimum et le maximum, bah, on pourrait retomber sur n'importe quelle valeur, donc ici qui est sur l'ensemble rouge. D'une certaine manière, le domaine de définition et l'ensemble image sont des projections du graphique de la fonction sur l'axe des abscisses pour le domaine de définition et sur l'axe des ordonnées pour l'ensemble image. Alors pour vérifier si une fonction, enfin si une courbe est bien une fonction, vous avez un test très très simple à faire, à savoir le test de la droite verticale. Donc la condition de fonctionnalité qui est qu'on ne peut pas avoir deux images différentes pour une valeur de x, ça signifie que si on trace une droite verticale dans la fonction, on ne peut jamais couper le graphique en plusieurs points. Donc ici, je peux tracer une droite verticale n'importe où. On voit bien que pour la valeur de x qu'on aurait sur l'axe des abscisses, on obtient une seule intersection avec la fonction et donc on a une seule image. Je vous dessine vite un exemple de fonction, de courbe qui ne va pas être une fonction. Si je vous dessine quelque chose comme ceci, et que je vous demande si c'est une fonction, bah essayez d'imaginer donc une droite verticale. Et si vous arrivez à trouver une droite verticale qui coupe deux fois la fonction, à la courbe, bah ça sera justement pas une fonction, parce que ici, cette valeur de x va tomber sur deux images différentes. On aura une première image qui se trouverait ici, une deuxième image qui se trouverait là, et on se retrouverait dans cette situation qui était interdite, dont on a déjà parlé ici, à savoir qu'un x ne peut pas avoir deux images différentes. A priori, quand on vous donne une expression du type f de x est égal à quelque chose, ça sera toujours une fonction, puisqu'on vous donne la formule, sauf éventuellement dans certains cas particuliers où vous avez des fonctions qui sont définies par morceaux. Ce test de la droite verticale, c'est quelque chose qui est à utiliser si on vous donne un graphique d'une courbe et qu'on vous pose la question, est-ce que cette courbe peut être représentée par une fonction? Alors, notion de composition de fonction. Donc, une fonction, je refais le schéma ici de transformation. Donc, c'est simplement une transformation des nombres d'un ensemble en d'autres nombres. On pourrait très bien appliquer plusieurs fonctions l'une derrière l'autre. Donc, c'est-à-dire prendre une valeur de x, calculer son image par la fonction f, et puis ensuite, ce résultat-là, calculer son image en le réinjectant dans la fonction g. Donc, appliquer plusieurs fonctions l'une derrière l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle justement la composition de fonctions. C'est faire agir les fonctions l'une après l'autre. Au niveau de la notation, quand vous avez une composition de fonctions, donc deux fonctions qui vont agir l'une après l'autre, on le note comme ceci. Attention, ceci doit être lu de droite à gauche. Donc quand vous voyez g rond f qui est noté, ça veut dire qu'on va d'abord appliquer la fonction f et puis la fonction g. Okay, donc ça correspond à la situation de ce graphique ici. Autre notation que vous pouvez avoir, c'est simplement g de f de x. Ceci, c'est peut-être un petit peu plus explicite que cette notation-là, parce qu'ici, on voit bien qu'on va prendre une valeur de x pour calculer l'image f de x, et ensuite, cette image, on va recalculer son image par la fonction g. Alors, au niveau du domaine de définition, ça, vous pouvez le calculer explicitement si vous avez l'expression analytique, mais vous pouvez aussi le calculer à partir des domaines de définition des deux fonctions séparées. Donc, comme je le dis ici, bien garder en tête que ça se lit de droite à gauche, donc l'ordre est crucial. Si vous faites la composition G rond F ou F rond G, les résultats que vous allez avoir sont des résultats différents. Donc, on va le faire justement maintenant ici. Donc là, je vous propose un premier exercice où je vous donne deux fonctions. Donc, une fonction F, je vais peut-être vous mettre la notation simplifiée. Donc, la première fonction F ici, elle prend une valeur de X et elle la transforme en la mettant au carré et en ajoutant 5 unités. Donc la première fonction, c'est x au carré plus 5. Et la deuxième fonction g, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une valeur de x et elle va ensuite prendre sa racine carrée. Vous voyez ici qu'au niveau de l'ensemble de départ, on se restreint au réel positif, puisqu'on ne peut pas calculer de racine carrée d'un nombre négatif. Deuxième exercice, ici c'est l'inverse. Je vous donne le résultat de la composée d'une fonction. Donc je vous dis que cette fonction h, c'est ce 1 sur racine carrée de x moins 1. Et je vous dis que cette fonction h, c'est une composée de deux fonctions. On a d'abord appliqué f et puis g. Et donc il faut que vous essayiez de retrouver les deux différentes fonctions f et g.
Le premier exercice, faites les composés dans l'autre sens, comme ça on se rendra bien compte que l'ordre dans lequel on fait la composée a de l'importance. Dans le deuxième, il faudra essayer que vous décortiquiez cette expression pour retrouver les deux fonctions de base qui sont appliquées. Voilà, de nouveau, je vous propose de mettre pause et de relancer la vidéo quand vous avez une suggestion de réponse. Alors, pour g de f de x, calculer une composée de fonctions, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas compliqué parce que c'est vraiment du copier-coller. En mathématiques, en fait, je pense personnellement que beaucoup de personnes ont du mal en mathématiques parce qu'il y a énormément d'expressions, enfin d'étapes de calcul où c'est du copier-coller dans des formules ou dans des expressions. Je prends par exemple le cas quand on résout des équations du second degré. On doit calculer ce delta avec b carré moins 4ac, et puis le x1, x2 qui vaut moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. On ne comprend pas trop ce qu'on fait, mais gardez bien en tête en fait qu'il y a beaucoup d'opérations, c'est vraiment simplement du copier-coller d'expressions pour obtenir votre réponse finale. Alors ici, les copier-coller dont je parle, c'est quoi? D'abord, on va appliquer ici, donc ici je calcule g rond f, je vais bien vous le remettre ici, donc g rond f de x. Je vous conseille d'abord de le renoter sous la forme g de f de x, parce qu'à partir de ceci, en fait, f de x, vous pouvez simplement le remplacer par son expression. Donc f de x, c'est x au carré plus 5. Donc j'ai simplement remplacé l'expression ici par son expression analytique. Et ensuite, on va appliquer la fonction g, non pas à x, mais à x au carré plus 5. Mais qu'est-ce que ça veut dire? De nouveau, on est dans une mécanique de copier-coller. En gros, le x qui apparaît ici, c'est exactement le même que celui qui apparaît sous la racine carrée. Donc ce qui apparaît ici, entre parenthèses, c'est justement ce qui va venir remplacer le x dans l'expression analytique de g. Et donc la fonction g, ici, elle prend la racine carrée de son argument. Donc ici, l'argument, c'est x au carré plus 5. Et donc la composée g rond f, ce sera racine carrée donc de x plus 5. Si vous étiez emmêlé les pattes, je vous propose de refaire pause le temps de refaire le f rond g. Donc de nouveau, commencer par l'écrire peut-être un petit peu plus explicitement, à savoir qu'on va d'abord calculer l'image par la fonction g et ensuite par la fonction f. Alors donc la fonction g de x, copier-coller, c'est racine carrée de x. Et à cette expression-ci, on va ensuite appliquer la fonction f. Donc c'est-à-dire la fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une expression, elle la met au carré et puis elle rajoute 5 unités. Cette expression ici, c'est racine carrée de x. Donc de nouveau, le x qui est ici, on va le remplacer ici par racine carrée de x. Donc ça veut dire que je prends racine carrée de x, et ensuite cette expression, je la mets au carré, et je lui rajoute 5 unités. Donc ici, racine carrée de x au carré, ça simplifierait, ça serait simplement x plus 5. Donc vous voyez bien que les deux expressions ne sont pas les mêmes. Autre chose qu'on peut voir, au niveau des domaines de définition, on risque aussi d'avoir des différences, parce qu'ici, donc, on a une racine qui reste dans notre expression au final, alors qu'ici, elle a disparu. Donc on n'a pas simplement au niveau de l'expression analytique des différences, on peut aussi en avoir au niveau du domaine de définition, image, etc. Pour pour le deuxième exercice, donc le h de x, qui est finalement 1 sur racine carrée de x. Alors, il y a plusieurs propositions possibles pour cet exercice-ci. Ce qui est le plus important, en fait, c'est que vous ayez bien en tête l'ordre dans lequel vous allez effectuer les opérations si je vous donne une valeur de x. Donc, si par exemple, je vous donne 5, ici, dans quel ordre est-ce qu'on va faire les opérations? La première opération qu'on va faire, c'est faire x moins 1. La deuxième opération, c'est prendre la racine carrée de cette expression-là. Et la dernière opération, c'est faire 1 divisé par la réponse qu'on avait. Donc en fait, vous pouvez voir ceci comme une composée de fonction de plusieurs manières. Soit vous pouvez dire que
La première fonction qu'on a appliquée, c'est x plus 1. Et puis ensuite, on a pris 1 sur racine de cette expression. Donc dans ce cas-ci, ça voudrait dire que la fonction, donc la première fonction qu'on applique ici, c'est la fonction f. Ça voudrait dire que la fonction f, c'est x plus 1. Et la fonction g, donc la deuxième qu'on applique, c'est 1 divisé par racine de quelque chose. Et quand on fait justement la composée des deux, donc c'est-à-dire qu'on remplace le x ici par f de x, le x qui est en dessous de la racine sera bien remplacé par x plus 1. Autre suggestion de réponse, vous pourriez dire que f de x, c'est en fait racine carrée de x moins 1. Donc c'est-à-dire se dire qu'on calcule en fait d'abord le dénominateur, et puis ensuite, on fait 1 divisé par la réponse qu'on a obtenue. Si vous avez du mal avec ces deux réponses-ci, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de recalculer les composés, exactement comme on l'a fait dans le premier exercice. Vous verrez bien que dans les deux cas, on retombe sur cette expression-là. Ici, comme le cours est à distance aujourd'hui, notez bien à côté de chacun des différents slides les questions que vous aurez. Donc la session prochaine, on commencera d'abord par corriger les questions que vous auriez sur des exercices de mathématiques financières et aussi toutes les questions que vous auriez sur des exercices qui ont été abordés ici pendant cette vidéo. De nouveau, oui, voilà, vous avez les deux suggestions de réponse. Alors, autre notion qu'on a pour les fonctions, c'est la notion d'injection. Donc, on va dire qu'on a une injection ou qu'une fonction est injective si quand on prend deux éléments distincts du domaine, on tombe sur des images différentes. Donc, autrement dit, ça veut dire que la fonction va être injective si quand on prend l'équation f de x est égale à une certaine valeur fixée, on ne peut jamais avoir plusieurs solutions. Graphiquement, une fonction va être injective si on n'a aucune droite horizontale qui va couper son graphique en plusieurs points. Donc, je vais vous dessiner ici deux exemples de fonctions. Bon, tiens, on va reprendre les fonctions justement avec lesquelles on a déjà travaillé. Je vous prends une fonction du premier degré et une fonction donc, qui est une droite et une fonction du second degré qui est une parabole. Il y en a une des deux qui est une injection, l'autre pas. Donc une injection, une fonction est injective si on ne peut jamais tomber deux fois sur la même image. Alors ici, pour une droite, vous pouvez prendre en fait n'importe quelle valeur sur l'axe des ordonnées, donc qui sert d'axe pour les images. Si vous essayez de retrouver quelle était la valeur de x qui a donné cette image, donc on appelle aussi l'antécédent, on retombera bien sur une seule valeur de x. Vous pourrez prendre n'importe quel point qui se trouvera sur l'axe des ordonnées. Je pourrais prendre un autre point là. Si j'essaye de retrouver quelle était la valeur de x de départ, on retombe bien sur une seule valeur. Par contre, pour une parabole, si je prends cette image-ci et que j'essaye de trouver quelle était la valeur de x qu'il y avait au départ, en fait, on a le point x ici qui va tomber sur cette image-là, mais on en a un autre de l'autre côté. Donc dans ce cas-ci, on a deux valeurs distinctes, deux valeurs différentes qui vont tomber sur la même image. Donc du coup, cette fonction, la deuxième fonction du second degré ici, elle ne sera pas injective. De manière générale, une fonction du second degré n'est jamais injective à cause justement de cette parabole. Vous allez descendre et puis remonter. Donc n'importe quelle valeur que vous prenez, elle va toujours avoir un antécédent du côté gauche de l'axe de symétrie et du côté droit de l'axe de symétrie. À l'opposé, les fonctions du premier degré, sauf l'exception des droites horizontales, les fonctions du premier degré, donc s'il y a une pente qui est strictement différente de 0, ce seront toujours des fonctions qui sont injectives. Alors ici, pour vérifier si une fonction est une injection, alors il y a plusieurs manières de faire, de faire ça différemment. Une manière de faire, c'est de vous dire, je prends une première valeur x1, on ne sait pas combien c'est, on va tomber sur une certaine image, et en gros, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a une autre valeur x2 qui peut tomber exactement sur la même image. Et puis cette expression-ci, vous la simplifiez. Donc par exemple, on a un 1 des deux côtés, donc vous pouvez soustraire une unité des deux côtés. Ensuite, on aura moins 3x1 égale moins 3x2. Donc ce qui veut dire que le moins 3, on peut le supprimer.
Donc si on simplifie tout dans cette expression, on aura x1 est égal à x2. Donc comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Ceci, c'était l'expression qui nous permettait de calculer les images. Bah, dans le cas où on a des images différentes, pardon, dans le cas où on a des images égales, excusez-moi, bah, et qu'on développe l'expression, ça veut dire quoi? Bah, ça veut forcément dire que les valeurs de x qu'on avait pris au départ étaient égales. Donc dans ce cas-ci, quand on prend une image précise, on a une seule valeur de x qui était possible. Je propose d'essayer de faire la même chose pour le deuxième. De nouveau, prenez une valeur factice de x, par exemple x1, qui serait mise au carré. Prenez une autre valeur de x qui serait mise au carré, où on suppose donc qu'elle donne la même image. Essayez de simplifier votre expression au maximum et voyez si finalement ces deux valeurs de x devaient être les mêmes au départ ou non. Alors dans ce cas-ci, si on simplifie notre expression, donc en fait, il faut essayer d'isoler une des deux inconnues pour pouvoir calculer l'autre. Donc si je veux enlever le carré à gauche, on avait déjà vu que quand on enlève un carré dans une expression, il y a un plus ou moins qui apparaît de l'autre côté. Ça, comment est-ce qu'il faut le lire? Bah, quand j'ai pris deux valeurs de x qui sont tombées sur la même image, en fait, les valeurs de x que j'avais au départ, c'était peut-être donc une certaine valeur et l'autre, c'était son opposé. Et ça, si on regarde le graphique, en fait, c'est assez logique. Si je prends juste la fonction x au carré, donc c'est une parabole qui passe par l'origine, l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Bah, ici, si je prends une image en particulier, quels étaient les antécédents? Si vous regardez dans un graphique, vous verrez bien que les deux valeurs qui vont donner la même image pour la fonction au carré, ce sont justement deux valeurs qui sont opposées. C'est exactement ce qui est donné ici. Et donc ici, ce n'est pas une injection, parce que pour une valeur de x qui donnerait une certaine image, il peut y en avoir une autre qui donnerait exactement la même image. Alors pour le suivant, il faut essayer de décortiquer un petit peu l'expression. Donc ici, c'est un produit de fonction. Si on effectuait ce produit, donc le x fois 1 moins x, et qu'on le simplifiait au maximum, on tomberait en fait sur une expression du second degré. Donc cette expression, comme on va retomber sur une expression du second degré, bah, on va de nouveau avoir exactement le même problème. Alors comment est-ce qu'on peut de nouveau montrer ça? On prend de nouveau deux valeurs de x qui donneraient exactement la même image. Alors là, en fait, on peut le faire d'une autre manière parce que, en fait, ici, comme vous avez une expression qui est factorisée, prenons par exemple le cas où cette expression va donc être égale à 0. Cette expression-ci, elle peut être égale à 0 dans quel cas? Elle peut être égale à 0 si x1 vaut 0, parce que donc vous allez avoir une multiplication par 0, ou bien toute cette expression peut valoir 0 si x1 vaut 1. Donc si x1 vaut 1, vous allez avoir toute cette parenthèse qui vaut 0. Et donc ici, en fait, dans cette fonction, comme vous voyez la forme factorisée qui vous permet rapidement de trouver les zéros d'une expression, ben, en fait, on peut voir que l'image de 0, ben, ça serait 0 fois quelque chose, donc 0, mais on peut aussi voir que l'image de 1, ben, ça serait 1 fois 0, ça donne 0 aussi. Donc une autre manière de faire pour prouver que c'est une injonction, si vous voyez à partir de l'expression que vous pouvez tomber sur la même image directement en calculant en fait des points vous-même, c'est une bonne manière de faire aussi. Dernière fonction, alors dernière fonction, on pourrait trouver ça bizarre parce que finalement c'est de nouveau la fonction x carré qu'on avait vue, à la différence près ici qu'on restreint les valeurs de x qu'on prend à des nombres négatifs. Donc ça veut dire que si on devait dessiner la fonction, donc c'est-à-dire que ici on devrait calculer uniquement des points, des images de points négatifs, et donc en fait on aurait une parabole uniquement dans le côté des x qui sont négatifs. Pour les x qui sont positifs, là, on n'aurait rien à calculer parce que ça ne fait pas partie donc, de l'ensemble de départ. Ici, sur le graphique, on voit déjà que si je prends une valeur de y, je vais retomber seulement sur une valeur de x au départ. Et si on le refait par calcul comme on avait fait tout à l'heure, donc si vous enlevez les carrés, x1, dans ce cas-ci, il n'y a plus cette ambiguïté sur le plus ou moins parce que vous savez que les expressions sont restreintes. Vous savez que le x1 au départ, il devait de toute façon être négatif.
le x2 de l'autre côté, il ne pourra pas être positif parce que ça ne fait pas partie de notre ensemble de départ. Pour ce qui est des fonctions injectives, pour moi, ce qui est surtout important, c'est en tout cas que ça vous saute aux yeux quand vous avez un graphique, de voir si le graphique est injectif ou pas. Vérifier qu'une fonction est injective à partir d'une expression analytique comme je l'ai fait ici, ça c'est une tâche qui est un petit peu plus complexe. Et ça pourra se vérifier aussi avec d'autres techniques qu'on verra un petit peu plus tard. Ok, nouveau les corrections. Alors, autre notion qu'on a pour les fonctions, je refais toujours ce schéma qui représente en fait la relation qu'on a entre ces deux ensembles. Donc notre premier ensemble, deuxième ensemble, donc on aura une fonction f qui va faire cette première transformation d'un ensemble en un autre ensemble. On pourrait très bien imaginer une fonction qui fait le travail inverse. Donc c'est-à-dire la première fonction, elle va donner une image par la fonction f. Et la fonction g, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va annuler le travail de f et elle va nous faire revenir sur le point de départ. Donc c'est justement pour ça qu'on appelle cette fonction g la fonction réciproque, parce que c'est une fonction qui va annuler le travail de f, si on les fait agir évidemment l'une après l'autre. En termes de symboles, si vous avez deux fonctions qui sont réciproques, donc si f et g sont réciproques, si vous les appliquez l'une après l'autre, vous retomberez de toute façon sur votre valeur que vous aviez au départ. Et donc l'application d'une fonction et de sa réciproque ça va résulter en deux opérations qui vont s'annuler. Et donc, de nouveau, qui est écrit ici dans une autre manière. Si vous prenez une valeur de x quelconque, que vous appliquez la fonction f, puis la fonction g, vous allez retomber sur la valeur de départ. Encore une autre manière de l'écrire ici. Si vous prenez une valeur de x que vous tombez sur une image y, bah, si cette image y, vous l'injectez dans la réciproque, vous devriez tomber sur la valeur de x que vous aviez au départ. Alors au niveau de la notation, la réciproque d'une fonction, donc c'est une fonction qui va inverser le travail de la fonction f, donc on va prendre la notation d'inverse avec cette notation f exposant -1. Qu'est-ce qu'on peut observer au niveau du graphique quand on prend une fonction et sa réciproque? Donc ici, vous avez une première fonction f, donc la fonction bleue, et il y a sa réciproque qui est dessinée. Alors au niveau des graphiques, comme justement au niveau d'une fonction réciproque, les x et les y finalement inversent leur rôle, vous allez toujours avoir une symétrie le long de la première bisectrice entre une fonction et sa réciproque. Ce que vous allez aussi observer, c'est que le domaine de définition de la fonction de départ, ça va correspondre exactement à l'ensemble image de la fonction réciproque. Et à l'inverse, le domaine de définition de la fonction réciproque, ça va correspondre à l'ensemble image de notre fonction de départ. Donc tout à l'heure, on avait vu comment calculer le domaine de définition. Ça, il fallait simplement calculer les conditions d'existence de notre fonction f. L'ensemble image, je vous avais dit que c'était un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que si on vous donne une fonction de départ et que vous voulez calculer l'ensemble image, vous devez d'abord calculer sa réciproque. Et puis ensuite, le domaine de définition de cette réciproque, ça sera justement l'ensemble image de la fonction que vous chercheriez au départ. Et ici, pour voir ce travail qui annule la fonction, bon, ici, je le fais un petit peu schématiquement, ça sera approximatif. Hop. Donc, je prends une première valeur sur l'axe des x qui va me donner une image au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, la longueur qui est ici, je vais essayer de la reporter donc, sur l'axe des x. Et donc, si on réinjecte ceci dans la fonction réciproque, on tombe sur cette valeur-là. Alors, normalement, vous pouvez voir que la longueur justement qu'on a ici, ça sera justement exactement la longueur qu'on avait au départ. Donc, justement, le x qu'on avait choisi au départ, il se retransforme bien exactement en la même valeur une fois qu'on a appliqué donc la réciproque derrière. Alors, quand vous devez déterminer l'expression des fonctions réciproques, donc quand vous avez le graphique, c'est pas très compliqué. Vous tracez une droite à 45 degrés dans le premier cadran et vous dessinez une courbe qui va être symétrique par rapport à cette bisectrice. Si ce que vous avez, c'est l'expression analytique de la fonction, ça va pas être très très compliqué. Ce qu'il suffit de faire, c'est d'inverser dans l'expression les x et les y
et ensuite d'essayer d'isoler y, justement comme les x et les y inversent leur rôle quand on considère une fonction et puis sa fonction réciproque. Donc ici, dans la fonction de départ, je vais juste faire le début de la première avec vous. Finalement, l'équation de la courbe, c'est y est égal à 2x moins 5. Donc ça, c'est l'expression de la fonction qui nous permet de calculer nos images y. Donc vous partez de votre fonction de départ, vous remplacez les y par x et les x par y. Ça, c'est l'expression de la fonction réciproque de manière brute. Pour l'avoir écrite proprement, il faut que vous isoliez le y pour avoir une expression qui dépend que de x. Donc, je termine ici le premier avec vous. Si ici j'isole y, je vais avoir donc 2y est égal à x plus 5. Et donc y est égal à x plus 5, le tout divisé par 2. Et donc dans ce cas-ci, pour le premier, la réciproque de la première fonction, ça serait x plus 5, le tout divisé par 2. Donc faites la même chose pour la deuxième. Partez de l'expression y est égal à x plus 1, le tout divisé par x plus 3. Inversez les x et les y dans l'expression de départ et essayez ensuite d'isoler y. Voilà. Je vous propose de faire pause et de reprendre quand vous avez une suggestion de réponse. A priori, ici, si vous essayez d'isoler y directement, vous allez avoir un petit souci. Pourquoi est-ce que vous allez avoir un petit souci? Parce que justement, vous avez votre x qui apparaît à deux endroits différents. Pardon, je vais d'abord réécrire l'expression dans l'autre sens. Donc y moins plus 1 sur 2y plus 3. Donc ici, dans cette expression-là, il faudrait isoler y. Comme le y apparaît deux fois, ça c'est vraiment problématique souvent pour pouvoir isoler l'expression. Dans la première expression, ce n'était pas un problème parce que le y n'apparaissait qu'une seule fois, donc par manipulation, on peut facilement l'isoler. Par contre, ici, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vous essayer de réfléchir 2 secondes à quelle opération on pourrait appliquer sur cette expression-là qu'on a déjà vu dans le chapitre sur les préliminaires pour que le y n'apparaisse qu'une fois. Ici, on a une division entre deux polynômes. On a vu dans le chapitre sur les préliminaires, pardon, la division euclidienne justement entre deux polynômes. On va justement la faire ici. Donc, par combien est-ce que je dois multiplier 2y pour tomber sur y? Donc, en fait, ici, le coefficient est trop grand. Donc, ici, je vais devoir le multiplier par 1 demi. Si je fais 1 demi fois 2y, ça va justement me donner y. Donc, ça, c'est justement l'expression que je vais devoir soustraire. Et je dois aussi donc soustraire le 1 demi fois 3. Donc, à mon dividende, je vais soustraire donc y plus 3 demi. Donc les y, ils vont disparaître, ça c'est normal. Ici, attention au niveau du signe, donc ça sera bien 1 moins 3 demi. Donc le résultat, ça sera moins 1 demi. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Cette division, on peut la réécrire sous la forme du quotient plus le reste qu'on n'a pas réussi à diviser. Ici, le quotient, il vaut 1 demi. Et le reste qu'on n'a pas réussi à diviser, c'est ce moins 1 demi qu'on n'a pas pu diviser par 2y plus 3. À quoi ça nous a servi de faire ça? Maintenant, le y n'apparaît plus qu'une fois dans notre expression. Donc, il y a pas mal de calculs dans le chemin, mais on va maintenant pouvoir isoler notre y en plusieurs étapes. Alors, je vais d'abord un tout petit peu simplifier cette expression-ci. Donc, n'oubliez pas que quand vous avez une fraction qui est divisée par un autre nombre, ça, c'est exactement la même chose que de multiplier finalement le numérateur par 1 sur le dénominateur et de manière générale. Donc ça, c'était dans le fichier de mise à niveau en début d'année, mais comme ce sont des opérations qu'on ne fait pas souvent, je vous le rappelle en vitesse. Quand vous faites une division entre deux fractions, vous multipliez le numérateur par l'inverse du dénominateur. Donc ici, on va avoir ce 1 demi. Le moins 1 demi va venir se mettre devant, et donc le 2 va venir multiplier le dénominateur. 4y plus 6.
Et donc maintenant, on peut isoler y. Donc le 1 demi, je vais le passer de l'autre côté. Alors aussi, autre règle, donc ça c'était dans le rappel sur toujours sur les rappels sur les opérations de base. Quand vous avez deux fractions comme ceci, vous allez pouvoir soit inverser les extrêmes, soit inverser les moyens en fonction de la situation qui vous intéresse. Donc ici, comment est-ce qu'on fait pour passer de ça à ça? Bah, simplement, si je multiplie, mettre en rouge, si on multiplie par D des deux côtés, le D va disparaître à gauche. Et si je divise par A des deux côtés, oui, pardon, D va disparaître à droite, le A ensuite va disparaître donc à gauche. Il restera bien seulement B sur D à gauche et hop, C sur A à droite. Le D ayant été simplifié avec le dénominateur. Donc ici, on va justement pouvoir ce Y qui est au dénominateur qu'on voudrait isoler pour le faire remonter au numérateur. Donc là, on applique justement cette opération algébrique. Le plus 6. Hop. Donc le plus 6, je le barre ici, qui va venir de l'autre côté se transformer en un moins 6. Et faudra encore tout diviser par 4. Et donc au final, on aura moins un sur. Donc comme on divise par 4, le dénominateur va être multiplié par 4. Et 6 divisé par 4, ça se simplifie en 3 demi. Donc la réciproque de cette fonction-ci, de la fonction donc, qu'on avait ici au-dessus, donc x plus 1 divisé par 2x plus 3, ça sera cette expression-là. La réciproque, c'est moins 1 sur 4x moins 2 moins 3 demi. Vous pourriez vous poser la question ici, est-ce que vous devez encore mettre au même dénominateur pour simplifier l'expression? De nouveau, ici, comme l'opération, c'est uniquement de déterminer la réciproque de la fonction. Pour moi, vous pouvez vous arrêter quand votre y est isolé, parce qu'après, si vous voulez dessiner la réciproque de votre fonction, vous pouvez très bien utiliser cette expression-ci pour calculer des points. Il y en avait encore une, ça, on aura normalement la place de le faire ici. Donc, x plus x fois x moins 4. Alors là, de nouveau, si on inverse les x et les y, on retombe exactement sur le même problème qu'on avait juste au-dessus, à savoir que le y apparaît deux fois. Si on distribue ce y, en fait, on va retomber donc sur y au carré moins 4y. Et on se retrouve justement de nouveau avec deux valeurs de y dans notre expression. Et a priori, tant que c'est écrit comme ceci, on va pas pouvoir isoler y directement. Donc là, de nouveau, je vous laisse réfléchir un tout petit peu. On a une expression du second degré. On a vu un truc dans les préliminaires qui pourrait faire en sorte que le y n'apparaisse qu'une fois. Donc de nouveau, éventuellement, mettez pause, allez refouiller dans le chapitre sur les préliminaires, voir comment est-ce qu'on peut écrire une expression du second degré en faisant apparaître l'inconnu qu'une seule fois. Donc ça, pour rappel, on avait vu que n'importe quelle expression du second degré, n'importe quelle expression du second degré, donc elle a une forme développée, elle a aussi une forme factorisée, qui était finalement la forme qu'on avait ici, mais qui ne nous arrange pas. Mais surtout, elle a aussi une forme canonique. Donc c'était a multiplié par le x, on va décaler de la valeur de l'axe de symétrie, le tout au carré. Ensuite, on rajoute encore ce moins delta sur 4a au carré derrière. Bien le tout entre parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Là, l'inconnue, elle apparaît deux fois. Ici, elle n'apparaît plus qu'une fois. Donc, si vous réécrivez cette expression-ci sous sa forme canonique, bon, il suffit de remplacer les x ici par des y et puis d'injecter les bonnes valeurs de coefficients, vous aurez le y qui n'apparaît plus qu'une fois.
Donc, de nouveau, mettez une petite pause pour essayer d'écrire cette forme-ci sous sa forme canonique. Donc les coefficients que vous avez, ça va être a égale 1, b vaut moins 4, et c, ici, il n'y a pas de terme indépendant, c vaut 0. On aura besoin de calculer le delta. Donc delta, c'est b au carré moins 4ac, donc moins 4 au carré, ça va donner 16. Ensuite, moins 4 fois a fois c, comme le c vaut 0, ça sera moins 0 derrière. Donc le delta vaut simplement 16. Ensuite, il n'y a plus qu'à copier-coller dans cette expression-ci. Finalement, le y carré moins 4, je peux le réécrire comme a. Donc ici, a vaut 1. On ne va pas le mettre devant la parenthèse. Ici, la variable qu'on utilise, c'est y. Donc il faudra bien remplacer le x par y. Plus la valeur de b qui vaut moins 4, divisé par 2 fois a. Donc 2 fois 1. Donc ici, on va avoir moins 4 divisé par 2, ce qui fera donc moins 2, le tout au carré. Et donc derrière, on aura moins delta, donc moins 16, divisé par 4 fois a au carré. Donc on aura moins 16 divisé par 4, ce qui fera moins 4. Et de nouveau, à partir de ceci-là, isoler la valeur de y, ça sera relativement rapide. Donc on peut passer le 4 de l'autre côté. On va continuer sur une autre. Là. On va continuer juste la fin ici. Donc ici maintenant, on peut enlever le carré. Toujours, attention, quand vous enlevez un carré, donc il y a une racine qui apparaît de l'autre côté, on aura ce plus ou moins qui apparaît devant parce qu'on ne sait pas si l'expression qu'on avait au départ était positive ou négative. Continue, y est égal à plus ou moins racine de x au carré plus 4. Alors, est-ce que c'est ça la réciproque? Ah, il y a un problème. Normalement, une fonction ne peut avoir qu'une et une seule image. Et ici, vous avez une expression dans laquelle il y a un plus ou moins. Donc, on vous dit en fait, il faudrait calculer votre réciproque en faisant plus racine carrée de x plus 4 moins 2, mais aussi en faisant moins racine carrée de x plus 4 moins 2. Donc, il y a de nouveau une ambiguïté sur l'expression que vous utilisez. Donc, ici, la réciproque, elle est simplement mal définie. Est-ce que ça a du sens si on regarde l'expression de laquelle on part? On part justement d'une expression du second degré. Une expression du second degré, c'est une parabole. Si je trace la réciproque en utilisant les propriétés géométriques, donc c'est-à-dire qu'elles sont symétriques par rapport à la première bisectrice, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une courbe qui ressemble à ça. Et est-ce que cette courbe-ci est une fonction? Eh bien non, parce que justement avec ce test de la droite verticale, on voit qu'il y a des valeurs de x qui vont avoir plusieurs images différentes. Et donc a priori, c'est logique que quand on vous demande de calculer la réciproque d'une fonction du second degré, bah, vous tombiez sur une expression qui est mal définie justement. Ok, c'est pas pour ça que ça ne sert à rien de faire le calcul, parce qu'après on pourrait, comme on avait déjà vu tout à l'heure, juste couper un bout de la parabole. Et alors la réciproque dans ce cas-là serait bien définie. J'avais parlé au tout début du cours là, sur le fait que c'était pour moi très très important dans le cadre de ce cours, où j'insiste pas trop sur les démonstrations, mais bien d'arriver à faire le lien entre tout ce qu'on fait au niveau algébrique et tout ce qu'on fait au niveau graphique. Ça pour moi c'est un parfait exemple. Si je vous demande de montrer qu'une fonction, je vous demande de calculer la réciproque d'une fonction du second degré, elle n'existe pas et vous pouvez me le montrer de manière graphique ou de manière algébrique. Vous pouvez aussi, à la fin de ce calcul algébrique, justifier votre réponse par une interprétation graphique. Donc c'est typiquement ce genre de liens, pour moi, qui sont relativement importants. Ici, on arrive, en calculant la réciproque, à deux fonctions différentes, une où il faut utiliser le plus et le moins. Et finalement, ces deux expressions différentes, elles correspondent à quoi au niveau du graphique? Bah, elles correspondent justement à cette branche-là de la parabole pour le plus. De nouveau, ici, c'est un schéma, donc c'est
La parabole est peut-être un petit peu décalée. Et si on avait pris la partie avec un moins, ça aurait correspondu au bout de parabole en dessous. Ok, mais en tout cas, toute la fonction réciproque en tant que telle, donc en prenant toute cette courbe-ci, ça ne va pas être une fonction, donc la réciproque n'existe pas. On va aussi en profiter. On va aussi en profiter là donc pour le deuxième exercice. Si là je vous demande de calculer le domaine de définition, ça c'est pas compliqué. 2x plus 3 doit être différent de 0, donc ça veut dire que le x il devrait être différent de moins 3 demi. Donc ça c'est une petite inéquation à résoudre. Par contre, si je vous demande de calculer l'ensemble image de ceci, alors pour calculer l'ensemble image de ça, il faut d'abord que vous calculiez la réciproque et ensuite l'ensemble image de la fonction de départ. Ça sera précisément le domaine de définition de la fonction réciproque. Donc ça, on l'avait déjà vu sur le schéma ici au-dessus, où justement l'ensemble image d'une fonction, ça sera le domaine de définition de la réciproque. Donc pour calculer l'ensemble image de la fonction qu'on avait au départ, maintenant vous calculez simplement le domaine de définition de la réciproque qu'on a trouvé, à savoir ici, on a un dénominateur qui doit être différent de 0, donc si on l'isole, donc 4x doit être différent de 2, donc x devrait être différent de 1 demi. Et donc, ça veut dire que l'ensemble image, je peux tomber sur n'importe quel réel, sauf sur un demi. Utiliser la même notation que tout à l'heure, c'est-à-dire il y a seulement un point qui est exclu. De nouveau, notez bien toutes vos petites questions, mettez des croix à côté des différentes étapes de calcul que vous avez du mal à suivre. On reviendra dessus la semaine prochaine. Autre notion qu'on a pour les fonctions, c'est la notion de parité. Donc une fonction peut être paire ou impaire, elle peut aussi être ni paire ni impaire, mais ça c'est des propriétés de nouveau qui ont une interprétation algébrique et qui ont une interprétation graphique. Donc une fonction va être paire. Déjà, il faut que vous puissiez calculer des images de points qui sont opposés. Surtout la condition principale, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la définition au niveau algébrique d'une fonction paire, c'est quand je prends l'image de deux valeurs de x opposées, je dois tomber sur la même réponse. Graphiquement, comment on peut interpréter ça? Ben, ça voudra dire que la fonction sera forcément symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Parce que quand je prends deux valeurs de x qui sont opposées, donc sur l'axe des abscisses, je devrais absolument tomber exactement sur la même image. Et je peux prendre deux autres valeurs de x, une autre ici et son opposé qui sera là. Si je calculais les images, on tombe de nouveau bien exactement sur la même valeur. Quand vous avez cette symétrie, quand vous voyez cette symétrie sur le graphique, la fonction sera paire. Une fonction peut être impaire, donc là c'est une genre de propriété similaire, mais donc quand vous calculez, donc il faut de nouveau que vous puissiez calculer des images qui sont opposées dans le domaine de définition parce qu'on va avoir une notion de symétrie, et il faudra que quand vous calculez les images de deux valeurs de x qui sont opposées, vous tombiez sur des images qui sont opposées. Donc il y a juste finalement le petit moins qui s'est rajouté ici. Au niveau du graphique, ça veut dire quoi? Ben, je prends deux valeurs de x opposées. Pour ces deux valeurs de x opposées, il faut absolument qu'on tombe sur des images qui seront opposées. Et dans ce cas-ci, on aura une symétrie centrale autour de l'origine. Alors, de manière générale, si vous devez trouver si une fonction est paire ou impaire, je vous renote les deux formules ici. Donc, une fonction paire, c'est f de moins x. Je vais juste mettre p pour paire. F de moins x égale f de x. Donc, quand je prends des valeurs opposées, les images sont égales. Impair, c'est quand je prends des valeurs opposées, il faut qu'on tombe sur des images qui sont opposées aussi. Quand vous devez faire la vérification à partir d'une expression algébrique, qu'une fonction est paire ou impaire, partez de cette expression-là, parce que cette expression-là, elle apparaît dans les deux définitions. Donc, c'est-à-dire, votre fonction de départ, ça c'est l'image f de x, vous remplacez votre x dans votre expression de départ par moins x. Essayez de simplifier votre expression s'il y a quelque chose à simplifier. Et si vous retombez sur votre fonction de départ, alors elle est paire.
Si vous retombez sur l'opposé de la fonction de départ, alors elle est impaire. Si vous retombez sur ni l'un ni l'autre, la fonction ne sera ni paire ni impaire. Donc on peut très bien avoir des fonctions qui sont ni paires ni impaires. Je vous laisse de nouveau mettre la vidéo en pause pour essayer de faire l'énoncé. Alors si vous remplacez donc le x par moins x, alors ici, est-ce qu'on retombe sur l'expression de départ? Non, certainement pas, on n'a pas du tout le même dénominateur. Est-ce qu'on retombe sur l'opposé de l'expression de départ? Bah, pour ça, il faudrait qu'il y ait un moins qui se soit mis devant toute l'expression, et le moins qu'on a rajouté là, je peux certainement pas le sortir de la parenthèse à cause de tout ce qui est priorité d'opération et du carré. Donc ici, on retombe sur quelque chose qui est, c'est différent de la fonction de départ, c'est différent de l'opposé de la fonction de départ. Donc on tombe sur aucune des deux définitions. Donc ici, c'est ni pair ni impair. On aurait aussi pu le voir autrement par rapport à la première propriété des fonctions paires ou impaires. Donc c'est-à-dire que les valeurs opposées doivent faire partie du domaine. C'est juste que parfois ça saute un petit peu moins aux yeux. Mais ici, on peut voir que le domaine de définition, c'est quoi? Pour la première fonction, j'ai un dénominateur qui doit être différent de 0. Donc ce qui est en dessous du carré doit être différent de 0. Donc le x devrait être différent de 2. Bah, ici, on voit bien qu'on a un problème au niveau de la symétrie. 2, moins 2 est dans le domaine, mais 2 n'est pas dans le domaine. Donc déjà, si je vous avais demandé de calculer l'image de moins 2, vous n'auriez pas pu calculer l'image de 2 de 2 de l'autre côté. Donc il n'y a en tout cas certainement pas de notion de symétrie pour cette première fonction. Je vous laisse essayer donc de continuer avec la suivante. Remplacer le x par moins x, ici simplifier donc au maximum l'expression. Le même principe, voyez si vous retombez sur l'expression de départ ou sur son opposé. Alors, quand vous avez ce moins x à remplacer dans la fonction de départ, s'il y a d'autres opérations qui se mélangent autour, je vous conseille vraiment vivement de mettre ce moins x entre parenthèses pour qu'il n'y ait pas des erreurs qui se glissent. Par exemple, ici, le moins qui est devant le x carré, est-ce qu'il va se simplifier avec le moins qui est à l'intérieur de la puissance? Non, certainement pas. C'est le carré qui a priorité. Si vous n'aviez pas mis les parenthèses, vous auriez pu penser que les moins par moins allaient justement s'annuler. Alors derrière donc plus x, ça va devenir plus moins x. Si vous voulez mettre moins x directement, évidemment, il n'y a pas de problème. Et donc, ceci simplifié, bah, moins x au carré, le carré va faire disparaître le moins. Donc, le premier terme reste exactement le même. Par contre, le deuxième terme change de signe et le troisième terme reste le même. Donc ici, on est de nouveau dans une situation où c'est ni pair ni impair. On retombe ni sur la fonction de départ, ni sur l'opposé de la fonction de départ. Si j'étais retombé sur l'opposé de la fonction de départ, il aurait fallu que tous les signes changent. Donc de nouveau, ici, c'est un exemple de fonction ni pair ni impair. Je vous laisse continuer pour le suivant. Donc on va avoir moins x le tout exposant 5, le tout divisé par valeur absolue de x. Alors ici, l'exposant 5, qu'est-ce qu'il va faire? Alors quand on a une puissance qui est impaire, ça ne va rien changer au niveau du signe, hein. Donc par exemple, pour un bête exemple, moins 2, exposant 3, ça serait moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Il y a les deux premiers moins qui vont simplifier, mais il y a un moins qui reste. Donc quand vous avez un exposant impair, le symbole va rester. Pas comme dans le cas ici au-dessus. Et valeur absolue de moins x, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? En fait, la valeur absolue, ça fait abstraction du symbole du nombre. Ça le rend de toute façon positif. Donc ici, qu'il y a un moins ou pas devant le x, ça revient exactement au même, puisque vous allez prendre la valeur absolue derrière. Je le renote juste un tout petit peu plus explicitement. Le moins, on pourrait le renoter devant toute la barre de fraction. Et ici, on retombe sur quoi? Là, on retombe par contre précisément sur l'opposé de l'expression de départ, puisqu'il y a juste un moins qui est venu se rajouter devant. Dans ce cas-là, mettez bien ce sur quoi vous retombez et puis tirez votre conclusion. Donc dans ce cas-ci, on retombe sur l'opposé de la fonction de départ. Ça, c'est la définition d'une fonction qui est impaire. Et pour le dernier,
Donc là, c'est de nouveau quelque chose vraiment de très très mécanique, hein. C'est simplement reprendre l'expression de la fonction, ce bête copier-coller, on remplace le x par moins x. Et après, il faut juste faire attention de ne pas s'en mêler les pattes dans les simplifications. Mais donc ici, on a une puissance paire au numérateur, le moins va disparaître. On a une puissance paire au dénominateur, donc le moins qui est devant le x va disparaître aussi. Et sur quoi est-ce qu'on retombe? On retombe exactement sur la fonction qu'on avait au départ. Et donc notre fonction ici, elle est paire. Concrètement, savoir si une fonction est paire ou pas, ça peut vous aider lorsque vous devez tracer le graphique d'une fonction, parce qu'en gros, si vous avez dessiné une partie de la fonction pour les expositifs, bah, vous aurez l'autre symétrique de l'autre côté, soit une symétrie orthogonale si la fonction est paire, soit une symétrie centrale si la fonction est impaire. Alors, juste quelques petits rappels sur les puissances, puis on va doucement arriver au bout de la séance d'aujourd'hui pour pas avoir trop de nouvelles matières. Donc, puissance exposant 0, ça sera toujours égal à 1. Les puissances qui sont des nombres avec des exposants qui sont naturels, bah, pour les nombres, donc nombres naturels, c'est les entiers qui sont positifs. Si vous avez un exposant qui est entier positif, très facile à comprendre, c'est simplement un produit de plusieurs facteurs qui sont tous exactement les mêmes. Quand vous avez un exposant qui est négatif, là par contre, vous allez avoir une division de puissance. C'est en gros, si on doit l'illustrer, 2 au carré, ça fait 4. Si je diminue l'exposant de une unité, 2 exposant 1, ça fait 2. Si j'avais fait 2 exposant 3, ça aurait fait 8. Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand je diminue l'exposant d'une unité? Bah, finalement, je divise par la base. Si je vous avais calculé 2 exposant 3, ça aurait fait 8. Bah, pour passer de 8 à 4, on aurait aussi divisé par 2. Du coup, 2 exposant 0, bah, je vais encore diviser par 2. Ce qui fait qu'on tombe justement sur 1. Et ça sera vrai pour absolument n'importe quelle base. Et après, quand je passe dans les exposants négatifs, qu'est-ce qui se passe? Bah, si je divise de nouveau encore par 2, c'est pour ça qu'on va avoir les puissances qui apparaissent au dénominateur. Donc les exposants négatifs, aussi relativement simples. Exposants fractionnaires, quand vous avez des exposants fractionnaires, le dénominateur de votre fraction, ça représentera l'indice de la racine que vous êtes en train de calculer. Et vous pouvez très bien avoir des exposants qui sont fractionnaires, où le numérateur est différent de 1. Donc là, de nouveau, il ne faut juste pas s'en mêler les pattes. L'exposant du numérateur, c'est l'exposant qui était en fait au départ sur le x. Et le dénominateur de l'exposant, donc exactement comme dans ce cas-ci, ça sera toujours l'indice de la racine. Après, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour des exposants réels quelconques? Ici, on ne donne pas de détails, mais quand on verra les fonctions exponentielles, on considérera ces cas-ci. Juste essayer de calculer ces expressions-ci et de les réduire donc au maximum. Oui, autre chose que je dois préciser, sur lequel je n'ai pas insisté, quand vous avez des exposants fractionnaires, ça c'est super important, avant de repasser sous la notation de racine, il faut absolument que votre exposant fractionnaire soit irréductible. En gros, dans le premier, commencez d'abord par simplifier votre exposant. Alors le premier, donc ça fait moins 9 exposant 3 demi. Se diviser par 2, ça représente le fait qu'on calcule une racine carrée. Donc finalement, une racine carrée, il y a toujours un indice 2 qui est là, mais qu'on ne note pas parce que c'est la racine la plus simple et c'est une convention. Et donc le 3 qui était au numérateur de l'exposant, celui-là, il va rester comme exposant sur la base. Bon, je pourrais calculer le moins 9 exposant 3, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on va retomber sur un nombre négatif et on ne peut pas calculer une racine carrée d'un nombre négatif. Donc ça, c'est typiquement une expression qui n'existe pas. Donc avec tout ce qui est puissance, on verra les graphiques juste après, mais on va justement avoir pas mal de situations où les domaines de définition vont être restreints parce qu'on ne peut pas calculer des images de n'importe quel type de puissance. Donc
Donc le deuxième, de nouveau, on simplifie l'exposant. Ici, on a une racine cubique, un exposant 5, moins 1 exposant 5, bon, moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça reste moins 1. Racine cubique de moins 1, ça va rester moins 1 parce que moins 1 au cube, ça donne moins 1. Donc les racines qui ont des indices impairs, celles-là, elles ne vont pas avoir de problème pour calculer des images négatives, hein. L'exemple typique souvent qu'on retient, c'est que racine cubique de moins 8, c'est moins 2. Pourquoi? Parce que moins 2 au cube, ça va justement nous refaire tomber sur moins 8. Le suivant, une racine d'indice 5 avec un exposant 8. Alors ici, le moins, ça va pas être un problème puisque comme on a un exposant qui est pair, de toute façon, notre réponse, elle deviendra positive. Et les excuses, je n'ai pas de calculatrice, mais ça, a priori, vous pouvez le taper directement sur la calculatrice pour obtenir une réponse. 0 exposant 1 cinquième, racine d'indice 5, 2 0 exposant 1, 0 exposant 1, ça fera 0. Racine de indice 2, 3, 4, 5, peu importe de 0, ça fera toujours 0, parce que 0 exposant 5, dans ce cas-ci, on va bien retomber sur 0. Et le dernier, donc ici, là c'est le premier cas où on a un exposant négatif. Donc quand vous avez un exposant négatif, je vous conseille toujours de commencer par supprimer ce moins, c'est-à-dire vous faites passer votre puissance au dénominateur. On se retrouve avec une racine d'indice 4 de 0 au cube. 0 au cube fait 0, racine d'indice 4 de 0, ça fait 0. Et on ne peut pas diviser par 0, donc ici on a de nouveau une expression qui n'existe pas. Donc ça, tous ces calculs-là, il faudrait quand même être vraiment relativement à l'aise dans l'ordre de simplification, le passage d'exposants fractionnaires à l'écriture de racines, entre autres. Bon, ça, c'est un rappel sur toutes les propriétés, mais donc qui seront utilisées dans les exponentielles, mais ça, on le verra au cours d'après. Donc, ces propriétés-là, elles se justifient assez aisément pour les exposants naturels. Pour les exposants rationnels, c'est un petit peu plus compliqué au niveau théorique, mais on ne rentrera pas du tout dans ces détails-là. Et faites attention qu'elles ne vont pas rester nécessairement vraies lorsqu'on a des nombres qui sont négatifs. Donc ici, vous voyez toutes les propriétés, elles sont proposées pour des nombres qui seront positifs. Si vous les appliquez à des nombres négatifs, donc par exemple ici, vous avez cette propriété où quand vous avez une puissance de puissance, vous devez multiplier les exposants ensemble. Bah, si votre x avait été négatif, en fait, il y a un problème. Si vous développez l'expression à gauche, donc là, c'est en appliquant la propriété. Je vais simplement multiplier les deux exposants qu'on avait au départ. Bon, maintenant, si je calcule ces deux expressions séparément, ici, c'est moins 1 exposant 2 fois 1 demi, donc moins 1 exposant 1 qui fait moins 1. Et de l'autre côté, on a d'abord moins 1 au carré, le tout exposant 1 demi, donc on a racine carrée de moins 1 qui fait 1. On voit bien que on n'arrive pas à la même expression une fois que c'est simplifié au maximum. Donc faites attention, toutes ces propriétés, elles seront vraies uniquement quand vous avez des bases qui seront positives. Alors, on va terminer par passer en revue en vitesse les graphiques de certaines fonctions puissance de base. Donc, une fonction puissance, c'est simplement une fonction du type x exposant quelque chose, où le r, ça peut être un nombre naturel, réel, entier, négatif, tout ce qu'on veut. Typiquement, nous, on a déjà vu deux types de fonctions puissance. On avait déjà vu les fonctions du premier degré. Donc, la fonction du premier degré la plus simple, c'est simplement x. Et on a déjà vu la fonction x au carré, donc qui ressemble à une parabole. Ici, donc bien faire attention, comme si le x est négatif, on n'a pas cette égalité entre les deux expressions. Non, pardon, ça c'est un commentaire qui viendra plus tard. Ici, comme si vous appliquez les puissances dans un ordre ou dans l'autre, donc d'abord vous faites exposant R et ensuite exposant 1 sur R, ou bien dans l'autre sens, bah, les deux vont se simplifier dans les deux cas et vous retomberez sur X.
Ça, c'est une situation où vous appliquez une fonction, un exposant, suivi d'une deuxième fonction, et vous allez finalement, au final, retomber sur l'expression que vous avez au départ. Donc, de manière générale, toutes les fonctions puissance pour un exposant et son inverse seront toujours réciproques l'une de l'autre, à condition de les restreindre dans le cas où elles ne sont pas injectives. Donc, typiquement, ce que je veux dire par là, c'est la fonction x au carré, ça sera la réciproque de la fonction x exposant 1 demi, qui vaut justement racine de x. Ceci bien à condition qu'on ne considère que la parabole pour les x positifs. Et comme on en a parlé juste avant, euh, pour lesquels les propriétés fonctionnent, dans ce cas-là, la parabole aura comme réciproque la fonction racine carrée que je représente ici, qu'on verra dans les slides suivantes. Alors, dans toutes les slides qui suivent, il va y avoir plein de graphiques de fonctions puissance qui vont apparaître. Ça sert absolument à rien de les retenir tous par cœur, puisque toutes les fonctions, vous pouvez toujours les redessiner par leur graphique. Par contre, c'est important de retenir les différentes catégories de graphes qui peuvent apparaître. Alors, la fonction, si vous prenez une fonction puissance, mais la plus simple, donc simplement x exposant 0, n'importe quoi exposant 0, ça fait 1. Bon, là, c'est simplement la fonction constante, c'est un petit peu une exception. Après, si vous prenez des exposants qui sont naturels, donc c'est-à-dire des nombres qui sont entiers et positifs, vous avez deux catégories différentes. Vous avez la situation, oui, je ne sais pas pourquoi c'est coupé ici, mais vous avez donc la situation où vous avez des exposants impairs et la situation où vous avez des exposants pairs. Alors, c'est quoi la différence principale au niveau de ces deux graphiques? Bon, ici, il y a la fonction du premier degré x qu'on a vu qui paraît peut-être un petit peu différente des autres parce qu'elle n'est pas une courbe, mais c'est quand même une puissance. Après, ce qu'on observe ici sur la partie de gauche, ça a l'air relativement semblable. Par contre, la différence, évidemment, elle est sur la partie de droite, pardon. Sur la partie de gauche, par contre, là, il y a une différence complète. D'où vient cette différence? Ici, les x sont négatifs. Si vous prenez des exposants qui sont pairs, bah, toutes les valeurs négatives ici vont devenir positives. C'est pour ça que vous avez toutes les images dans la partie positive de l'axe des ordonnées. Par contre, si vous avez des exposants qui sont impairs, quand vous prenez une image de nombre négatif, ça restera un nombre négatif. Donc, de manière générale, ce qu'il y a à retenir, c'est que toutes les fonctions puissances avec des exposants pairs, ça va ressembler à des paraboles. Plus vous prenez un exposant qui est grand, plus c'est une parabole qui va être serrée, enfin qui va avoir tendance à partir très très verticalement. Okay, mais vous aurez toujours cette forme-ci. Et pour les fonctions avec des exposants impairs, il y aura toujours cette forme de S, bon, un petit peu à l'exception de la fonction du premier degré, mais il y aura toujours cette tendance à aller vers l'infini positif d'un côté, vers l'infini négatif de l'autre côté. Et donc cette forme de S. Donc si on continue avec x exposant 7, x exposant 8, on aurait simplement des courbes qui sont de plus en plus verticales, de plus en plus plates ici, et puis de plus en plus verticales. Donc ça, c'est si je prenais des exposants encore plus grands. Il faut bien savoir distinguer. Si je vous donne un graphique, normalement, ça devrait pouvoir, au final, vous sauter aux yeux directement. Est-ce que c'est une fonction avec un exposant pair ou impair? Si c'est un exposant impair, les négatifs restent négatifs. Si c'est pair, les positifs restent positifs. Ça, c'est pour les exposants qui sont naturels. Alors, pour les autres exposants donc, qui sont entiers, mais donc négatifs, donc avec des exposants négatifs, là, vous allez avoir des fractions qui apparaissent, puisque dans les exposants négatifs, ça va correspondre finalement à l'inverse de la base. Donc, comme il y a un dénominateur, il y a une condition d'existence. Et ici, c'est à chaque fois x qui est au dénominateur. Donc, grosso modo, on a à chaque fois ici, comme condition d'existence, le fait que x devrait être différent de 0. On le voit bien sur les graphiques, 0 n'a pas d'image. Et vous pouvez aller autant que vous voulez avec une droite verticale, il n'y aura jamais d'intersection dans aucun des deux cas. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que pour des valeurs qui sont très proches de 0, la fonction, elle monte de plus en plus. Mais ça, c'est logique parce que, par exemple, si vous faites 1 divisé par un nombre très proche de 0, donc par 1 centième, je vous mets vraiment tout le détail, donc 1 centième, c'est aussi 1 sur 100. Divisé par 1 centième, c'est de la même chose que de multiplier par 100. Donc, a priori, ici, le point 0,01 100, c'est un point qui fait partie de la fonction, 1 sur x. Si j'avais pris 1 millième, je serais tombé sur 1000. Mais donc, plus je me rapproche de valeurs plus proches de 0, plus quand je les inverse, je vais avoir des valeurs qui sont grandes. Et donc, on va avoir ce comportement de fonction qui part à l'infini, où on aura une asymptote
qu'on abordera dans le chapitre suivant. Donc on a ce comportement asymptotique pour les deux fonctions. Et on a aussi exactement le même comportement qu'on observait en fonction du fait que l'exposant soit pair ou impair. Si votre exposant est pair, vos images seront toujours négatives. Donc pour des x négatives, vous tomberez sur des images négatives, des images positives, pardon. Si vous avez un exposant qui est impair, si vous prenez des x négatifs, les images resteront négatives. Donc de nouveau, la principale différence, elle s'observe au niveau des x négatifs pour ces deux types de graphes. Donc, fonction avec exposant, fonction puissance avec exposant négatif, il y aura ces asymptotes qui vont apparaître. Donc, ça, c'est la principale différence qu'on a par rapport aux autres. Si on prend des exposants qui ne sont plus entiers, mais des exposants qui sont fractionnaires, enfin rationnels, on va regarder de nouveau diviser les deux cas. Donc, le cas où on a un dénominateur qui est pair ou le dénominateur qui est impair. Alors ici, ça va être un petit peu différent. Si on a un dénominateur qui est pair, ça va correspondre en fait à une racine d'indice pair. Du coup, de nouveau, conditions d'existence. Dans ce cas-ci, il faut à chaque fois que le x qui est en dessous de la racine soit plus grand ou égal à 0. Donc le domaine de définition ici, c'est tous les réels positifs. Pour ça qu'on n'a pas d'image, donc du coup, dans les négatifs. Si par contre, votre dénominateur est impair, ça correspondra à une racine d'indice impair. Là, il n'y a aucun problème pour calculer des images de x négatifs. Donc c'est pour ça qu'on a bien des images ici. Alors, ici, vous pouvez aussi voir, ça c'est des exercices que vous pouvez refaire à la maison. Je vous redessine juste la fonction x au cube très rapidement. La fonction x au cube va ressembler à ça. Si on dessine la première bisectrice, normalement, vous pouvez voir que donc, la fonction x exposant 3, elle est justement symétrique par la fonction racine cubique. Donc ça illustre de nouveau le fait que quand vous prenez un exposant et son inverse, vous tomberez sur des fonctions qui sont réciproques. Dans le cas où l'exposant est impair, pas besoin de restreindre la fonction. Dans le cas où l'exposant est pair, par contre, il faudra restreindre les valeurs de x négatives dans l'ensemble de départ. Ok, on va s'arrêter là aujourd'hui pour pas aborder trop de nouvelles notions. Préparez bien vos questions donc, pour le prochain cours sur les exercices qui ont été faits ici pendant cette séance-ci ou sur éventuellement les différents mots de vocabulaire qui ont été vus, donc injection, réciproque, les fonctions, puissance. Qu'est-ce qu'on a encore vu d'autre? Oui, les notions d'injectivité, les techniques d'injectivité, les techniques pour calculer, la notion de fonction paire et impaire. Et donc, on commencera le prochain cours par les questions que vous avez sur les exercices de mathématiques financières qui étaient dans le syllabus que j'avais laissé à la dernière séance ou sur les questions que vous auriez sur cette session-ci. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.